Bonjour chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie. Je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle a bien démarré pour vous. Nous avons beaucoup de projets pour vous régaler tout au long de cette année, recevoir comme toujours des personnes qui ont de belles initiatives, de beaux parcours et qui ont à nous transmettre espérance et envie de nous engager. Et c'est le cas de ma toute première invitée de l'année, Christine Boutin. Merci Christine Boutin. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir, de lancer cette année avec vous. Et puis, à la fois, c'est donc un envol, cette émission de janvier 2025. Puis c'est aussi un bilan à travers votre livre, Lettre ouverte Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français, aux éditions Teki. Ce livre m'a énormément apporté parce que, à travers votre expérience en politique, votre expérience de femme, votre expérience humaine, vos sources de formation aussi, on accompagne des décennies de vie politique de notre pays. On retourne en arrière peut-être pour comprendre ce qui nous arrive en ce moment. Et donc, merci beaucoup. Cette lettre ouverte est un bilan, un legs, un envoi aux missions avec espérance sur Champ de Ruines, parce qu'avec vous, Christine Boutin, l'espérance est toujours au rendez-vous. Absolument, oui, oui. L'espérance, bien sûr. Dès les premières lignes, il y a plusieurs pistes d'envol. Ça démarre très fort. Pour vous rejoindre, vous, femme engagée au service de la France, et déjà vous dites « j'aime la politique ». Et est-ce qu'il faut toujours justifier cette assertion « j'aime la politique ». C'est bien ou c'est pas bien ? Ah bah, je pense que c'est très bien, mais je respecte tout le monde. Si vous voulez que certains ne veuillent pas parler de politique ou s'engager en politique, je le respecte. De toute façon, chacun a sa mission. Donc tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique. Mais la politique, et j'en ai l'expérience, c'est ce qui vous permet de vous élever, de vous dépasser de vous-même. Vous êtes obligé de grandir quand vous faites de la politique. Naturellement, c'est un terrain plein d'embûches. Ça, c'est certain. C'est risqué. Mais si vous avez un squelette bien formé et surtout une foi fervente, ce que le Seigneur m'a donné, et du reste, c'est par la politique que le Seigneur m'a rattrapé, eh bien là, je vous assure que c'est un lieu d'abord de service pour les autres, pour tout le monde, pour son pays. Et ça vous oblige à vous dépasser et à vous remettre en cause aussi. Et donc d'essayer toujours d'être dans la vérité. Parce que quand on est en cercle fermé, on est toujours certain d'être dans la vérité. Mais là, on est remis en cause totalement en politique, tout le temps. Et non, non, la politique, c'est un service magnifique. Et je remercie beaucoup le Seigneur de m'y avoir appelé. Pourtant, c'est un milieu, et beaucoup le savent, où j'ai reçu beaucoup, beaucoup de coups. Vous Mais il a les, toujours été là. vous les refaites vivre, ces coups. On revoit tout cela sur des choses voilà, la vie a avancé, on n'a pas forcément gardé tout ça en mémoire, mais vous, on sent que voilà, ça a été là aussi des points d'accroche, mais vous dépassez tout ça. On en reparlera. Dans la soirée de présentation de votre livre, vous avez conclu en parlant du pardon, et j'aimerais qu'on n'oublie pas d'en reparler tout à l'heure. Absolument. C'est vraiment important. Dans vos premières phrases, vous venez d'évoquer le- le- peut-être ce que vous évoquez dans le livre, qui sont des occasions de chute. Comment peut-on chuter en politique? Perdre les élections ou toute autre chose? Derrière la chute, oui, on peut dire perdre les élections, mais c'est pas ça le plus important. Moi, j'ai eu la chance de toujours être réélu, sans discontinuité pendant 40 ans. Alors que j'ai commencé ma vie politique en affirmant que j'étais contre l'avortement. C'était très clair avec mes électeurs potentiels. J'ai dit très clairement que j'étais contre l'avortement. Au tout départ, Christine Boutin, quels ont été vos premiers engagements, vos premiers pas en politique, J'ai justement? été maire. Maire, J'ai d'abord maire adjoint tout de suite. Je suis devenu maire immédiatement, 3 ans plus tard, dans les Yvelines. dans les Yvelines, dans le village où j'habite toujours, au Fargis. Et puis ensuite, je suis devenu conseiller général parce que j'étais plutôt de sensibilité de droite, mais j'avais aucune culture. J'ai fait des études de droit, mais j'appartenais à aucune association. Et quand la loi sur l'avortement est arrivée, là, je me suis dit, c'est pas possible. Là, je peux pas. Mais qu'as-tu fait, Christine? Qu'as-tu fait? Hmm. Et donc, à ce moment-là, mon goût était de servir les autres,
Il y a plein de façons de servir les autres. Et moi, par hérédité familiale, il y avait des élus locaux. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Dans ce petit village d'Auphargis, il n'y a pas besoin d'étiquette politique, etc. Et j'ai commencé comme cela. Et je n'ai pas arrêté. En 82, je suis devenu conseiller général. En 1986, je suis devenu député. Alors, j'étais catholique d'habitude. J'allais à la messe le dimanche. Voilà, c'est tout. À l'âge de l'adolescence, je me suis posé la question de la vocation, mais ça a été très rapide. Et quand je suis arrivé, quand je me suis marié, mon mari, lui, il en avait ras-le-bol d'aller à la messe. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je suis mon mari ou je vais...» Alors j'ai suivi mon mari, j'allais plus à la messe. Et puis, j'étais tous les dimanches soirs très de mauvaise humeur. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari: «Écoute, tu vas pas à la messe, c'est bien, mais moi, si tu veux que je sois de bonne humeur le dimanche, il faut que j'aille à la messe». Et donc je suis allé à la messe. Et donc je suis devenu député. À ce moment-là, ma progression était tellement rapide, je me suis dit: «Écoute Christine, tu es sans doute une fille formidable, mais il faut t'arrêter un peu là, il faut que tu comprennes ce qui se passe, c'est pas Mmh. possible». J'ai fait donc des retraites dans des foyers de charité, 3. Les 2 premières, j'ai rien compris à ce qu'on me racontait. Grillon de Montfort, qui c'est ce monsieur? Je sais pas, bon voilà. Et à la troisième, pendant une conférence, c'était à Tressin, j'ai eu dans mon oreille droite, mais je l'ai en façon très claire dans ma tête, dans mes oreilles: «Christine, tu viens ou tu viens pas? C'est oui ou c'est non?» C'était en février 88 et j'ai immédiatement répondu oui. Mmh. Et le Seigneur m'a donné la grâce de rester fidèle et de toujours le mettre en premier dans la confiance absolue. Ça, c'est une grâce magnifique. C'est une foi extraordinaire. J'ai une foi fervente, magnifique. Et donc, dans tout mon cheminement de député qui a duré plus de 20 ans, puis ministre, je n'ai jamais failli à l'essentiel. Qui pour moi, l'essentiel, c'est la vie, c'est la dignité de la personne, c'est le respect de la personne de la conception à la mort naturelle. Alors pour répondre à votre question sur la chute, Mmh. moi on peut dire que j'ai chuté complètement. Beaucoup me disent, des médias me disent: «Mais il faut pas le dire», mais moi je vous le dis, j'ai tout raté. Puisqu'aujourd'hui on en est même à l'euthanasie. On est passé de l'avortement, je n'étais pas, élu à ce moment-là, 75, 82 départements, je dis que je suis contre l'avortement. On arrive à la constitutionnalisation de l'avortement cette année, enfin l'année Ouais. dernière, et on nous prépare l'euthanasie. Je vois du reste, je me permets de vous dire, Mmh. qu'en ce qui concerne les petits signes que donne le Seigneur de façon permanente, j'avoue que l'euthanasie devait être votée en juin 2024. Elle a été repoussée par la chute, les Mmh. élections, Mmh etc. mh. Tout ce bazar qui a été fait, scandaleux, Ouais. qui a été fait. Et maintenant, heu, bon, il est plus d'actualité. En tous les cas, maintenant, au début de mois de janvier, les fêtes sont passées, il n'est pas encore question de l'euthanasie. Ça reviendra certainement. Mais pour l'instant, donc moi, on peut dire, pour mon combat sur la vie, je pourrais être désespéré. Mais oui, on peut se Mais dire on a lutté, on a marché, on a combattu, beaucoup réfléchi, très bien bien sûr. communiqué et là, Parfois, j'ai pas toujours bien communiqué parce que je suis une femme passionnée et peut-être que parfois j'ai pu heurter certaines personnes, mais ma conviction intérieure était totale. Et donc, effectivement, on peut dire que c'est une chute. Cette pauvre Christine Boutin, elle a défendu la vie toute sa vie et puis, bah, on arrive à quoi aujourd'hui? Bah, c'est pas grave. Vous savez, moi, j'ai la conviction que notre vie sur terre est un chemin et que dans ce chemin, eh bien, on transmet. Et c'est tout. On garde la Quand j'ai commencé à travailler pour la vie, quand j'étais élu, j'ai beaucoup de respect pour les anciens qui, à l'époque, en 75-80, c'était des vieux gribouts. Enfin, pardonnez-moi mmh, pour les gribouts, parce que j'ai mmh, beaucoup de respect pour eux, mais ils ils étaient sont plus considérés là, on comme peut y ça. aller. Des vieilles personnes et tout le monde rigolait sur elles. Mais n'empêche que c'est elles qui ont transmis Mmh. et qui ont permis qu'aujourd'hui, moi, j'ai pu faire ce que j'ai pu et que maintenant, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est d'une vanité folle que de croire qu'une génération suffit à changer le monde. Alors c'est vrai que nous arrivons à un moment où, l'histoire prépare tout ce qui arrive aujourd'hui. Ça, c'est Mmh. certain.
Ça, j'en parle dans Vous mon livre. l'expliquez très bien. Je- Bon, vous remontez dans le passé juste comme il faut pour bien comprendre la filiation des faits. Voilà. Donc, on est l'héritier de tout ça. Mais il n'empêche que quand on a la chance, la gloire, la gloire, la, la grâce d'avoir une foi fervente, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mm. Le Christ a sauvé le monde, déjà. Et donc, moi, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Et Jean-Paul II, c'est lui qui m'a réveillé. Jean-Paul II, quand il a dit « N'ayez pas Mais peur », bien sûr. j'étais à l'époque où je n'allais pas à la messe. Mm. Je me suis dit, mais le pape Mm. dit « N'ayez pas peur ». Mais Christine, tu as peur? Mais tu as peur de quoi? Et voilà, et tout ça s'est enclenché. Et le Christ a toujours été à mes côtés. Et je suis tellement heureuse de vous le dire à vous, chers auditeurs. Surtout appuyez-vous sur le Christ. Vous verrez, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je peux vous en témoigner, mais toujours. Et les signes sont permanents. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont désespérés parce que la France, aujourd'hui, surtout, on voit les problèmes économiques, on voit les problèmes budgétaires, on voit les problèmes sociaux qui sont réels et qui sont graves. Mais ceci n'est rien par rapport à ce qui est enclenché aujourd'hui. Ce qui est enclenché aujourd'hui, c'est l'homme. C'est l'homme à l'image de Dieu qui est en péril de mort. C'est ça le véritable enjeu. Aujourd'hui, ce que l'on veut, ceux qui ont le pouvoir, sont des hommes et des femmes qui veulent prendre la place de Dieu. Et nous laissons faire. Or, nous n'avons pas à avoir peur. Il faut, moi je le dis, pour le redressement de ce pays, il faut que chaque chrétien se lève, n'ait pas peur d'être classé de ringard, d'has-been, de tout ce que vous voulez. C'est pas du tout ça. Nous sommes porteurs de l'espérance et de l'avenir. Nous sommes porteurs de la résurrection. Nous sommes porteurs de la certitude que Dieu nous a déjà sauvés. Donc n'ayons pas peur de le dire. Moi, j'ai jamais... Tout le monde m'a respecté, remarquez. Hein. Je peux en témoigner. Surtout, vous voyez, Christine Boutin, vous qui avez donc ce regard dans le temps long de la vie politique, de la vie sociale, des médias, etc. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut arriver avec une étiquette de chrétien. L'annonce est plus facile, vous voyez? Je crois qu'elle est plus... Peut-être parce qu'on est dans un monde très relativiste et donc les uns arrivent. Mais aujourd'hui, vous pouvez, voilà, vous êtes attendu, regardez, en tant que... Vous étiez à une période où les chrétiens engagés en politique se la bouclaient. Hein. Mais ils disaient même le contraire de ce qu'ils pensaient. Et parfois, vous avez même dû être un peu un miroir pour certains. Vous annonciez, vous étiez cohérente. Il a dû vous arriver dans votre vie politique de recevoir des coups de ceux qui finalement pensaient comme vous, mais ne le disaient pas. Regardez en particulier, mais je ne veux pas juger et condamner. Mais, oui, vous ne le faites pas du tout dans votre livre. Hein. Je dis aux auditeurs... Christine Boutin, lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français, chez Pierre Tecky. Ce n'est pas du tout un règlement de compte, mais alors on est tellement loin de tout ça. Vous êtes passé sans couder au-dessus. Oui, mais je vous dis, la politique vous élève, elle vous oblige à grandir, elle vous oblige à être debout, elle vous oblige et de tendre vers la transcendance et de cette rencontre magnifique. Et j'en parle tout à l'heure, j'espère qu'on pourra en parler sur l'Eucharistie, c'est extraordinaire. Bon, mais alors, votre question, oui, on pensait à tous ceux qui ont lâché tout ça. Ouais. Je peux vous donner un exemple très concret dont je parle du reste dans ce livre, pour le Pax, où j'ai vu arriver tout, avant tout le monde, parce que j'avais travaillé sur tous ces sujets. Malheureusement, et certains savaient très bien que vous disiez la vérité et l'ont dit après. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc, si vous voulez, au moment du Pax, c'est extraordinaire du reste que j'ai eu par mon parti politique, mon groupe auquel j'appartenais, que j'ai pu parler. Qui était à l'époque C'était l'UDF. Et j'ai eu, compte tenu de ce que je défendais, personne n'avait travaillé ces sujets du mariage homosexuel. Et moi, j'avais travaillé parce que j'ai eu des informations avant tout le monde sur la théorie du genre. Quand la personne m'en a parlé la première fois, c'était en 1980, dans les années 90, je croyais qu'elle me racontait des sornettes. Je n'ai pas osé en parler à mon mari, parce que je me suis dit, si j'arrive à la maison en disant à mon mari, mais tu sais, maintenant, il va y avoir plusieurs sexualités, on peut être bi, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, mon mari va dire, mais
Elle débloque complètement, ma femme, Mmh. c'est pas possible. Oh, C'était pas crédible. Mais moi, j'ai vu arriver tout ça. Et pour en revenir au PAX, il y a un certain nombre de parlementaires qui faisaient partie de la grande manifestation qu'on avait organisée et qui étaient là. Il y en avait oui. pas tous, mais ils étaient là et qui ont lâché complètement. Ouais. Qui m'ont complètement lâché après pour le mariage homosexuel et qui ont lâché cette exigence. On savait très bien que si on faisait le PAX, on allait vers le mariage homosexuel. Ils ont lâché pourquoi, à votre avis? Parce que c'était pas la mode. Ouais. Parce que c'était pas la mode et qu'il y avait des pressions très importantes. Regardez, quand je parle Mmh. effectivement de cette vidéo où on dit: «Mais bien sûr», les tenants des mariages homosexuels disaient: «Mais bien sûr que Boutin avait C'est raison, ça. bien sûr qu'elle avait raison, mais il faut être un peu malin en politique». Et ben oui, tellement malin qu'on est arrivé, là où on en est, qui est maintenant, c'est même plus des questions de bisexualité, multisexualité que ça, c'est le comment dirais-je? Le sexe neutre. Mmh, mmh, Et j'en parle beaucoup mmh. dans la dignité de la femme. C'est Qu'est-ce ça. que c'est la dignité de la femme aujourd'hui? La dignité de la femme aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie la femme de l'homme? C'est un être humain, effectivement, comme l'homme, la femme. Ce qui le différencie, c'est qu'elle porte la vie, Mmh. qu'elle est destinée à la maternité. Et cette maternité, elle n'est pas possible à l'homme. Il est possible que la femme ne peut avoir de la maternité qu'avec une rencontre avec un homme, mais c'est pas l'homme qui peut porter, même s'il y a des ersatz qui sont grotesques. Eh bien, en enlevant cette distinction particulière de la femme de la maternité, on lui enlève la spécificité de son être. Et pourquoi on le fait? Parce que économiquement, on a besoin de bras pour répondre à des besoins économiques. C'est tout. Et on va faire l'utérus artificiel, donc ça va être très facile. Je ne dis pas que je ramène la femme exclusivement à la maternité, Non, bien sûr. mais sa caractéristique particulière, c'est la maternité. À partir du moment où on lui enlève cette caractéristique particulière, on met le sexe dans la neutralité. Je suis une femme, je ne suis pas une salade. Mmh, Vous savez, aujourd'hui, si vous dites que vous êtes une femme, vous êtes presque montré du doigt. Non, mmh. il vaut mieux dire qu'on est une salade, un chimpanzé ou je ne sais quoi. Et tout le monde trouve ça normal. Mais Je parce que oui, pardon. Non, Ouais. non, je pense que cette théorie, de toute façon, on va être rattrapé par le réel. Mmh. Ça, c'est une certitude. Et ce livre s'adresse Mmh. aussi bien à des croyants qu'à des Tout non-croyants, à fait. parce que le réel rattrapera aussi les non-croyants. Mmh. Il Bien peut sûr. être lié par les croyants et les non-croyants. Bien sûr, on voit très bien la patte chrétienne que j'ai toujours assumée, mais il y a le dernier chapitre où je dis ce que je crois, et dans ce que je crois, là, je dis vraiment Vos la points profondeur d'ancrage, voilà, là de où mon vous ancrage. Ouais. ouais, ouais, exactement. Mais c'est très beau parce qu'à travers tout votre engagement pour la vie, on se rend compte que tout cela touche, toutes les fibres de notre être et toutes les grandes décisions qui touchent notre société. Et Absolument. c'est pour ça que vous, Christine Boutin, vous êtes un témoin vraiment privilégié. Vous voyez, Oui, ce livre témoignage, qui est un livre d'envoi en mission, est vraiment intéressant à cet égard. On revit toutes les décennies qui nous ont conduits, comme je vous le disais, là où nous sommes. Euh, Qu'avez-vous appris sur vous-même dans vos engagements politiques? Comment cela vous a-t-il forgé, changé? Le j'ai beaucoup progressé par rapport à mon regard sur l'autre. Parce que, surtout quand on est jeune, on s'imagine qu'on détient la vérité, que voilà. Alors si vous voulez, le frottement avec les ennemis, Mm. politiques, philosophiques, vous oblige à approfondir votre réflexion. Et parfois, et en tous les cas, ça m'a amené à cela, sans jamais négocier, à me dire: «Mais l'autre a peut-être quelque chose à dire aussi». Et donc, il est intéressant de le respecter. Et mon pire ennemi, je le sais, Mm. est autant aimé de Dieu que je le suis moi-même. Mm. Même le pire des larrons, même le pire des larrons. Et donc, je n'ai aucune supériorité vis-à-vis de lui. Je dois rester sur ma ligne, je suis sur ma ligne, mais ce qu'il me dit a de l'intérêt pour moi et pour les autres. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir. C'est
Très beau. L'autre est autant aimé de Dieu que je le suis. Vous le dites très bien, c'est très bien dit. Puisque je parle de la manière dont vous approfondissez toutes ces pistes, il est temps, nous sommes encore au début de notre entretien, de rendre hommage à celle qui est votre interlocutrice dans le livre et qui a travaillé avec vous sur ce Absolument. et donc c'est Marie-Joëlle Guillaume. Parlez-nous un peu d'elle. Écoutez, Marie-Joëlle, je la connais depuis plus de 40 ans maintenant. Nous sommes amis, mais nous sommes vraiment amis maintenant, parce que notre expérience de ce livre a naturellement, je crois, Ah oui. approfondi notre amitié. Mon livre m'a été demandé par mon père spirituel et j'ai refusé. J'ai refusé pendant plus de 4 ans, presque 5 ans. Et j'ai fait des études de théologie, j'ai été diplômée, j'ai une licence de théologie, parce que ma foi, j'ai eu besoin, quand je me suis arrêtée en politique, d'approfondir ma foi pour lui donner un peu de raison. Et donc j'ai suivi des cours de théologie à la Catho. Donc j'ai résisté. À la fin de ces études, j'ai donc dit oui. Et donc j'avais tout à fait conscience que ce que j'allais dire dans ce livre était quelque chose de fort, de profond. Je le dis en toute humilité. Ah oui, oui. Et donc, moi, mon style n'est pas parfait. Donc je me suis dit: «Il ne faut pas que j'abîme ce que j'ai à dire par une rédaction qui ne serait pas agréable à lire». Et donc je me suis dit j'ai dit à mon père suisse: «Bon d'accord, mais il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide dans la rédaction du livre». Pas au sens, de ce qu'on fait souvent en politique, on fait écrire le livre par Mmh. quelqu'un d'autre, pas du tout. Il fallait quelqu'un en qui j'ai confiance et avec lequel j'allais échanger en profondeur et qui respecte ma pensée. J'ai pensé à Marie-Joëlle et tout de suite elle m'a dit oui. Et nous avons donc là, j'étais sûr que la rédaction serait parfaite parce qu'elle a un style, c'est une historienne, elle a beaucoup de talent, elle est une femme de profondeur et cetera. Elle est magnifique et donc quand elle m'a dit oui, j'ai dit: «Bon, ben, je peux y aller». Et donc nous avons, opéré, je l'explique du reste dans ce livre parce que pour moi tout est transparent. J'ai expliqué pourquoi j'avais demandé à Marie-Joëlle de venir et nous avons échangé et nous avons une expérience humaine absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est un signe pour moi, spirituel Mmh. très important parce que cette femme a respecté ma pensée, totalement. À tel point que alors elle m'a poussé parfois dans mes retranchements, ce qui était nécessaire parce que c'est pas toujours facile de sortir de soi-même les profondeurs de ce que l'on a dans le cœur et elle a écrit ma pensée et elle a écrit de façon splendide. Si bien que ce livre est mon livre. Bien Ce sûr. livre, je peux dire que je l'ai écrit. C'est elle qui m'a permis cela et je lui suis d'une reconnaissance, infinie, mais je crois qu'elle a été heureuse aussi d'y participer. En tous les cas, elle m'a dit souvent qu'elle avait dit «oui» parce qu'elle a senti dans son cœur que c'était un devoir pour elle, qu'il fallait le faire et donc c'était une collaboration, qui je crois donne aussi de la profondeur à ce livre. Ça en donne beaucoup parce qu'en effet, le livre est conçu, comme un dialogue avec les questions de Marie-Joëlle Guillaume qui apporte déjà du contenu. Dans les questions, Bien il y sûr, a du contenu et ensuite, dans les réponses, c'est vous qu'on entend. C'est tout à fait votre manière, parfois même un peu sanguine, hein, oui, oui, de oui, bien sûr, répondre. oui, On oui, voit votre tempérament, on voit oui, qui vous êtes. oui, oui. Ça n'est pas, lissé, ça n'est pas lissé du tout. Donc vous êtes là vraiment 2 et elle est là pour en effet vous conduire, Ah oui? enfin c'est vraiment très, très beau et c'est magnifique que ça soit en transparence et elle vous conduit là, j'ai un passage avec sa question: «Alors comment, à contrario, faire du temps, le temps, Ah, la matrice d'une construction politique respectueuse des libertés». Vous parlez beaucoup du temps. Vous l'avez écrit, notre pays et le monde sont à une croisée de chemins d'une gravité extrême, dit Marie-Joëlle Guillaume. Et elle vous demande, il y a sans doute des choix à faire d'urgence, mais il faut qu'ils soient réfléchis et la réflexion prend du temps. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Pensez à nouveau la France dans le temps long. bien je crois que effectivement le temps c'est indispensable, ça fait partie, des leviers auxquels, quelqu'un qui veut s'engager en politique doit réfléchir. Le temps, c'est un mystère parce que le temps, 1 heure peut paraître 10 ans, 10 ans peuvent paraître, très courts
Et je me rends compte de plus en plus du reste en vieillissant. Donc cette dimension mystérieuse du temps nous rapproche de Dieu et du mystère de Dieu. Alors effectivement, moi je pense qu'une des grandes questions qui se posent aux politiques en ce moment, en France et même partout un peu dans le monde, c'est que nous ne donnons pas à la réflexion le temps qui est nécessaire avant de prendre des décisions. Nous sommes dans un temps très rapide. Les réseaux sociaux que j'aime bien, moi je ne les rejette pas du tout. Je ne fais pas partie de ceux qui rejettent parce que moi sur mes réseaux, je dois dire que tous ceux qui disent des inepties, ils ne sont pas sur mon canal. Enfin, je veux dire, voilà. Mais on est dans un temps, c'est ainsi, très rapide, et le politique n'a pas la sagesse de prendre le temps avant de prendre la décision. Donc, il faut prendre la dimension du temps. Et moi, je trouve que rien n'est plus beau que ce temps qui, à notre humanité, nous oblige à rentrer dans le mystère, qui peut être le mystère de Dieu. Et il faut savoir, mais ça c'est une question d'intelligence, c'est une question de maturité aussi, il faut savoir saisir l'opportunité. J'en parle aussi de l'opportunité. Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent, mais c'est Fenêtre de vrai. tir. Et il faut, mais pour pouvoir prendre l'endroit, la fenêtre de tir, il faut avant avoir réfléchi. Il faut avoir le temps d'une sagesse. Vous savez, j'ai eu un journaliste récemment à propos de ce livre, et j'ai trouvé que c'était très beau ce qu'il me demandait. Il me disait, mais en définitive, Madame Boutin, ce que vous proposez, mais déjà Platon en parlait. Je dis, mais c'est très juste et ça me fait plaisir que vous me disiez cela. Mais la différence, c'est qu'effectivement, ce que je propose, c'est fondé sur un certain nombre de principes qu'est Platon. Mais Platon, c'était la sagesse pure. Aujourd'hui, à côté, nous n'avons plus la sagesse et nous avons la technique qui détruit la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'homme est en péril de mort. Parce que nous avons abandonné les principes de la sagesse. Nous les savons, je les rappelle. Ouais. Voilà, il faut les retrouver. Et c'est urgent parce que Platon, lui, il n'avait pas la technique qui lui permettait de mettre en application sa sagesse. Vous comprenez ? Mais oui. Et donc, voilà un temps long. Vous avez un temps long. Et donc, les générations les unes après les autres, ont abandonné les principes de la sagesse. Et aujourd'hui, au lieu de réfléchir à l'application de ces principes pour le temps d'aujourd'hui, nous oublions ces principes, ces vertus, pour décider par notre propre intelligence, en direct, à une opportunité. Regardez, on fait une loi parce qu'il y a un fait divers qui s'est passé. C'est une erreur majeure. Mais bien sûr. Faut cette réalité-là, il faut l'inclure dans un ensemble. Je voudrais donner à nos auditeurs la liste des 8 chantiers de reconstruction que vous proposez. Et Christine Boutin, vous choisirez un axe que vous voulez particulièrement aujourd'hui mettre en évidence. Dans le premier chapitre, vous parlez de l'État. Je ne décline pas tous les sous-parties, mais c'est pour montrer aussi à nos auditeurs que là, vous aurez, à travers ce livre de Christine Boutin, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français, il y a énormément d'axes. Là, dans vos réponses, vous avez parlé des vertus. Eh bien, tout cela est montré, les vertus pour la République. Vous parlez du temps, vous parlez du régime, enfin voilà, tout ça. Donc, premier chapitre, l'État. Deuxième chapitre, la France et l'Europe. Troisième chapitre, la défense de la langue française. Merci à Radio Courtoisie, c'est un de nos chevaux de bataille. Le quatrième, la gestion difficile, dites-vous, de l'immigration. La cinquième, la vraie dignité de la femme. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais vous allez beaucoup plus loin dans votre livre. On comprend très bien tous ces axes, toute cette perte de sens. Les lois de bioéthique, leçon d'une rétrospective. La question centrale de notre droit, très intéressant. La régulation de l'intelligence artificielle et un cri d'alarme. Vous parlez de mai 68, un point de bascule. Vous aviez 22 ans, 68, vous avez vécu tout ça. Vous avez vécu la secousse et ensuite toutes les secousses ultérieures. Voilà, donc dans tous ces axes, puisque malheureusement, même si Radio Courtoisie nous donne beaucoup de temps pour cet entretien, il va quand même falloir faire des choix. Qu'est-ce que vous aimeriez particulièrement aborder ? C'est difficile d'en choisir un.
Mais je comprends et puis j'en ai déjà évoqué au moins la femme, mais j'espère que ça donnera le goût, cette liste, Mmh. d'aller plus loin pour les auditeurs. Écoutez, moi, je parlerai de la question centrale du droit. Mmh. Je crois que l'année 92, pour l'histoire contemporaine, est une année, pivot. C'est l'année du discours de Séguin sur l'Europe Ouais, et c'est l'année des lois bioéthiques. c'est ça. Séguin, avec lequel je n'étais pas ami particulièrement, a eu quand même un discours visionnaire extraordinaire. J'ai voté non, bien sûr, comme lui, Mmh. je l'ai suivi. Mais moi, j'ai été intéressé par la bioéthique et en préparant ce livre, je me suis rendu compte de cette coïncidence de cette année C'est 92. ça. C'était incroyable, Ouais. je En l'avais fait, pas vu. sur le coup, vous Non, je l'ai n'aviez pas pas vu vu. la conjonction. Non, mais là, je l'ai vu. Ouais. C'est Alors incroyable. donc, rappelez-nous donc 92, discours de Séguin. De Séguin et 92, les lois bioéthiques. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu voir que notre droit a énormément évolué. J'en parle plusieurs fois. Mais je pense que je vais vous donner la réponse qui me semble nécessaire aujourd'hui. Nous avons oublié le droit naturel. Nous avons oublié le droit naturel et c'est ancien. J'en fais toute Oui, l'historique. oui. Nous l'avons abandonné petit à petit, dès le XIVe siècle. La volonté, où l'on a affirmé que la volonté est la seule source du droit. Et en 1789, avec la Révolution, c'est devenu la pensée est supérieure au réel. Et donc, je pense que le droit naturel, vous voyez bien aujourd'hui, quand on parle du genre, Mmh. du neutre et tout ça, c'est qu'on ne veut pas voir la différence entre l'homme et la femme. Je l'expliquerai. Je vous l'explique Mais pas trop bien là, mais vous le verrez dans le bien livre de sûr, façon vous très le claire. montrez très bien. Le droit naturel, il faut que nous y retrouvions. Je me souviens pendant que j'étais politique, enfin je suis toujours politique parce que vous Mmh. savez quand on est dans la politique, on aime la politique. Moi, je suis désolée, Ouais, je suis obligée de vous le dire. Et je ouais. suis ça de très près, on m'entend plus beaucoup maintenant, mais c'est très bien, c'est plus mon tour. Mais je transmets par ce Mmh. livre. Mais voilà, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Le droit Le droit naturel, naturel, oui, c'est ça. nous y reviendrons parce qu'à un moment donné, il se révélera à Il se nouveau à nous. révélera à nous. Si vous voulez, quand l'idée a commencé, surtout dans les années Lumière, qu'on appelait les Lumières, qui nous ont Mmh. amenés là où nous en sommes, eh bien, nous avons commencé à croire que nous étions supérieurs à Dieu et éliminer Dieu. Et ce droit naturel a été évacué et nous en sommes aujourd'hui à éliminer le droit biologique, la réalité biologique. C'est le technique qui l'emporte aujourd'hui et c'est l'homme qui décide de créer un droit dans lequel le droit naturel n'a plus sa place. Et je me souviens, c'est ça mon Mmh. idée, quand j'étais en responsabilité, moi je voulais parler déjà du droit naturel. Et on me disait, combien de fois on m'a dit, du reste, dans toutes mes positions, Christine, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Si vous dites ça, vous êtes morte. Enfin, c'est pas possible, vous ne pourrez pas y arriver. Parce que c'est un marqueur qui vous Oui, bien sûr. catalogue et qui vous Oui, bien sûr, qui m'a éliminé. disqualifie. Mais ils n'y sont pas arrivés, vraiment, parce que je suis devenue une. Vous n'êtes pas facile à faire taire, en fait. Non, non, quand on est avec Dieu, on n'a pas peur. Je n'ai pas peur. Et donc, voilà, beaucoup de gens ont eu peur. Et il fallait pas parler du droit naturel. J'ai même vu des chrétiens, même engagés, des philosophes engagés, ne pas aborder le droit naturel. Alors que c'est essentiel, il va falloir y revenir. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous imposer un droit social, un droit technique, mais pas un droit fondé sur la réalité, la différence des sexes en particulier. Réfléchissez-y bien, mon livre vous y aidera, je vous assure. Mais c'est pour ça que l'homme est en péril de mort. Mais c'est essentiel, essentiel. Est-ce que vous pensez, Christine Boutin, pardon, je vous coupe, Non, non. que justement le fait que ce n'ait pas été énoncé, qu'on ne se soit pas appuyé véritablement sur le droit naturel, soit l'une des causes de la perte du combat, de ce combat perdu? Ah, ça en fait partie. Ouais. Ça, pour moi, c'est une certitude. C'est une certitude parce que ça nous a aveuglés. On n'a pas vu. On a été très fascinés par le droit anglo-saxon.
très oui, du reste, nous sommes toujours quand je parle de Mmh. la langue française, je dénonce, Mmh. toute la place de l'anglais, dans notre, vocabulaire. Moi, j'ai eu la grâce enfin la grâce, c'est pas la grâce, pardonnez-moi, mais j'ai eu l'honneur, pardon, Ouais. de recevoir la Légion d'honneur d'Hélène Carrère d'Ancros. Mmh. Voilà, et cette femme, défendait la langue française, de façon très importante. Mais l'anglicisme en France, c'est pas possible. Maintenant, même dans nos publicités, Mais ils bien nous sûr. parlent même plus en français. Mmh. Ils nous parlent en anglais sans mettre de traduction en dessous. Mais enfin, C'est comment fini est-ce que ça. nous acceptons cela? Mmh. Et j'ai entendu pendant toutes mes années, dire, qu'il fallait défendre la langue française. Toubon a essayé. Toubon, mais la loi Toubon est tombée en désuétude. Elle est foulée aux pieds. Elle est foulée complètement aux Mmh. pieds. Mmh. Et Hélène Carrère d'Ancos, à qui je rends hommage vraiment, a fait tout ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, il faut retrouver, Mais il faut aujourd'hui, assurer, la défense de la langue on française. a l'énorme péril de l'écriture inclusive Mais qui bien qui sûr. Oh non, c'est pénètre, pas possible. C'est pas. beaucoup. Il ira Non, pas c'est pas. dans les couches profondes de la Mm. société. Elle n'ira pas, pardon, mais en revanche, elle est déjà très présente dans, l'intelligentsia, dans beaucoup Oui, de oui, oui, publications, dans oui, l'édition, oui. et cetera. C'est complètement fou. Et c'est de l'idéologie Bien pure, sûr. avec énormément d'incohérences Mais en bien sûr. plus. Mais, C'est ça qui est fou et mais, c'est l'idéologie qui prime sur le réel, mais bien une sûr. fois de plus, quoi. Oui, mais ça, pour moi, vous voyez, je suis d'accord avec vous pour Mmh. le dénoncer et être absolument ahuri. Mais je suis pas catastrophé parce que ça atteint de tels niveaux d'incohérence que ça ne va s'écrouler. Ça, j'en suis certaine. J'en suis absolument certaine. Regardez déjà aux États-Unis, ça commence à se casser la Mmh. figure, hein. Oui, le wokisme perd évidemment de l'ampleur aux États-Unis, mais nous sommes un pays tout de même, vous le dites, hein, c'est ça, très idéologue. Donc Ah je ne bah sais bien pas comment sûr, on va ah se bah bien sûr. dépêtrer de toutes ces idéologies mortifères. N'oubliez pas, à Dieu, Mmh. rien n'est impossible. C'est vrai. Et donc, ce qui nous paraît pas possible Mais aujourd'hui oui. le sera demain. Vous vouliez parler du pardon. Oui, Je me permets, exactement. je me permets de. J'aimerais bien que vous en parliez maintenant et parce que ça m'a beaucoup frappé dans votre présentation. C'est très beau. Ça aussi, c'est de transmettre ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est aussi un fruit de la politique, que j'ai eu. Mais le pardon, c'est quelque chose de très difficile. C'est ce que le Seigneur nous demande, de savoir pardonner. Et il nous demande vraiment de pardonner en vérité. Et comme tout le monde, j'ai eu aussi besoin de pardonner. Et c'est un chemin excessivement difficile. La politique, le milieu est tellement dur Mmh. que j'ai compris au bout d'un certain nombre d'années que si je voulais m'en sortir personnellement et ne pas m'ébranler, la seule solution pour moi, c'était de pardonner en vérité à celui qui a voulu me tuer. Mmh. Et c'est vrai. Une fois que vous arrivez à pardonner, la paix s'installe dans votre cœur. C'est toujours la même idée que celle que j'ai développée tout à l'heure. Ne pas oublier que l'autre, même celui qui est le pire de pire, est aimé de Dieu. Donc s'il est aimé de Dieu, c'est que le Seigneur pardonne à l'autre. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à pardonner. Je sais que c'est difficile. J'y suis arrivé, je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Aujourd'hui, je pardonne et je pardonne. Mmh. Et ça, c'est un fruit de la politique. C'est quand même un beau trésor. C'est un beau trésor. Et de manière pragmatique, en politique, de toute façon, surtout d'ailleurs si l'on est très proche, dans des camps très proches, Oui. Il se passe des choses qui sont inqualifiables, qui sont dures, etc. Et le temps avance, et le temps avance, et s'il n'y avait pas ce pardon, il n'y aurait pas non plus possibilité, De rencontre. peut-être à moyen terme, de se retrouver et de travailler à Et bien nouveau sûr, ensemble. Bien sûr, En tout cas pour l'union des droites, Bien sûr, qu'on bien sûr. espère tous, bien sûr. eh bien ce sont des camps qui s'affrontent, et il doit y avoir là-dedans, quand on regarde de plus près, des choses terribles. Mais s'il n'y a pas le pardon, ben, il n'y aura jamais Ah, mais cette bien sûr. possibilité de raccrocher les Mais wagons. bien sûr, mais Voilà. c'est la seule Donc, en fait, solution. c'est une clé essentielle. Et vous avez raison ouais. parce que de souligner, parce que ça, je l'ai évoqué aussi, je l'ai vécu plutôt Mhm. de façon très importante, c'est que la souffrance que l'on doit pardonner est encore plus vive quand il s'agit de proches. Bien sûr. Alors, C'est là que ça fait mal. l'avantage, c'est que l'ennemi vous conduit au chemin du pardon.
moi, ça a été mon chemin. C'est-à-dire qu'il a d'abord fallu que j'arrive à pardonner l'autre qui disait l'inverse de ce que je disais, en me disant, mais il a peut-être des choses à dire quand même. Arrête-toi, réfléchis. Mmh. Alors celui-là, c'est un peu plus facile, l'ennemi, de lui pardonner. Mais alors le proche, Mmh. ça, c'est beaucoup plus Mmh. compliqué. J'y suis arrivée. Ah, bravo. Eh ben, Non, mais bravo. c'est pas bravo. Si, C'est, bravo parce que c'est contagieux. ben oui, j'espère. C'est Voilà. pour ça, c'est vraiment, Mmh. ça, c'est un secret, le secret fondamental. Mais c'est vrai dans un couple aussi, c'est vrai partout. Savoir pardonner. Savoir pardonner. Donc, en politique, vous apprendrez le pardon. Si vous voulez durer, vous apprendrez le pardon. Mmh. Je vous assure. Ah, c'est magnifique. Votre livre s'achève sur le mot relevé et une postface que vous avez ajoutée après la cérémonie Ah, d'ouverture des Jeux Olympiques Ouais. s'achève sur renaître. Oui. Hein. Oui, Ça, c'est absolument. beau. Hein. C'est tout Christine Boutin, ça. Que conseillez-vous aux personnes qui veulent s'engager en politique? On en a hein, et Oui. des lieux de formation Bien sûr. exceptionnels. Bien sûr. Beaucoup de jeunes bourrés de talent qui s'engagent en politique. Là, sûr. c'est vraiment un foyer d'espérance. Mais que leur conseillez-vous justement pour relever et pour faire renaître? Ces jeunes auxquels vous faites allusion sont mon espérance immédiate. Ces jeunes sont dans la très grande majorité des jeunes qui croient en Dieu, qui croient à la transcendance, Mmh. qui savent qu'il y a au-dessus d'eux quelque chose. Beaucoup sont chrétiens. Eh bien, je leur dis, c'est pas difficile. C'est pas difficile. D'abord, vous êtes bien formés. Vous êtes dans des endroits où l'on forme bien. Ma génération n'avait pas ces formations-là. Mes enfants n'avaient pas cette formation-là. Vous l'avez, vous n'avez pas le droit de la gaspiller. Et moi, ce que je vous dis, si vous suivez bien, si vous sentez que vous avez un appel pour cela, tout le monde n'est pas appelé à faire de s'engager en politique. Même si, ça je n'en ai pas parlé, mais la politique, vous savez, on en fait partout. Dans un couple, il y a des relations de politique, hein, je vous le garantis. Tout le monde n'est pas appelé à faire un travail dans la politique, mais quand vous êtes ceux sur lesquels je compte, je vous dis aussi, soyez des chevaliers. Soyez des chevaliers. Et n'ayez pas peur, comme les chevaliers du Moyen-Âge, de dire que vous êtes chrétien et que vous vous battez pour le Christ. Mmh. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même si on vous dit le contraire. J'explique là-dedans l'erreur qu'il y a sur la mauvaise interprétation sur César. Sur César. Rendez à César ce qui est à César et à Jésus ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Vous trouverez la réponse. Mmh. Il y a une mauvaise interprétation là-dedans. Et n'oubliez pas, ça je veux absolument vous en parler, regardez ce qui est écrit dans ce livre sur l'Eucharistie. Découvrez la réalité de l'Eucharistie et vous aurez la force intérieure. Moi, quand Notre-Dame a été réouverte, renaît, on l'a redécouverte, mais elle était là dans son histoire. Ma plus grande joie a été de voir que l'Eucharistie était à nouveau proclamée et célébrée. Sachez que dans l'Eucharistie, tous les temps sont rassemblés. La passion du Christ, le Christ vaincu, en même temps que le Christ ressuscité. Toute notre foi est là, et nous savons que le Christ nous a sauvés. Appuyez-vous sur l'Eucharistie. Appuyez-vous sur les sacrements. Moi, je vous en témoigne. C'est ce qui m'a donné la force de pouvoir tenir ce que est presque inhumain, ce que j'ai vécu. Voilà. Mais le Seigneur est toujours là. Alors vous avez ce trésor, vous êtes formés. Eh bien, vous ne pouvez pas gaspiller ce trésor si vous êtes appelés. Est-ce que vous verrez cela, le redressement de la France? Moi, je suis sûr qu'il est là. Eh bien, ce redressement de la France, il viendra. Est-ce que c'est vous qui le verrez? Soyez aussi dans l'abandon et pensez à vos enfants. Ça sera peut-être vos enfants. Mais c'est pas grave, ça. Ce qu'il faut, c'est arriver à transmettre l'essentiel. Il faudra être fort. Vous serez fort. Vos enfants sont encore plus forts. Et si Dieu le veut, ce sera avant vos enfants. Voilà. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes là.
Je vous connais pas, mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Et il y a plein de signes partout dans France. Et la France va être belle. La France va se relever. Et en même temps qu'elle se relèvera, elle relèvera l'Europe. Moi, j'aime l'Europe, mais pas celle qu'on nous construit. L'Europe des nations, l'Europe de la solidarité dans le respect de l'histoire de chaque nation. Voilà. Et tous ces gens qui, à la tête, une hubris démesurée, vont comprendre que Dieu est là. Merci infiniment, Christine Boutin. Voilà une belle manière de répondre aussi à la question de Jean-Paul II. France, fille aînée d'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Vous y avez répondu par tout l'engagement de votre vie. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Courtoisie, nous donner surtout envie d'entrer dans ce livre qui, je le répète, est très construit et très profond, très personnel. Voilà, Ouais. c'est une rencontre. On vous rencontre, Christine Boutin, à travers ce livre. Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français, chez Pierre Tecky. Je le recommande chaleureusement et merci beaucoup, Christine Boutin. Moi, je voulais remercier Teki parce qu'ils ont pris le risque de me prendre. C'est vrai. Et le livre est extrêmement bien édité et cette collaboration avec Marie-Joëlle Guillaume est fort bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous.